Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. Je suis Mamadou Goumfa et Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mamadou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons de la mortalité maternelle. 830 femmes environ meurent chaque jour de causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement, selon l'OMS. Nous verrons pourquoi. Les causes les plus fréquentes se regroupent en une seule cause, c'est l'hémorragie maternelle. Ça veut dire la femme peut saigner aussi bien au cours de sa grossesse, lors de l'accouchement ou après l'accouchement. Dans la chaîne médicale se trouvent des sages-femmes qui prodiguent les conseils aux femmes et futures mamans. Mais celles-ci ne les consultent pas toujours. Elles ont peur de leurs parents, peut-être c'est lui qui l'a engrossé, il ne veut pas lui donner de l'argent ou bien si elle n'est pas éduquée, elle sera déroutée. Pire encore, certaines choisissent d'accoucher à domicile, prenant des risques qui peuvent s'avérer mortels. Lorsque les femmes accouchent à la maison, le taux de décès maternel est élevé. En voulant accoucher à domicile, le temps de les transporter avec les routes qui ne sont pas accessibles, il y a hémorragie avant que la femme n'arrive à la maternité et rend l'âme. Dans cette édition aussi, nous verrons comment faire pour réduire les risques et les taux de mortalité maternelle. Mais pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Alors commençons par la lutte contre les faux médicaments en Côte d'Ivoire. Une campagne vient de s'achever à Abidjan. Cette campagne a en effet été menée entre le 2 et le 6 octobre par le ministère ivoirien de la Santé en partenariat avec le groupe pharmaceutique français Sanofi. Une campagne qui intervient alors que la vente de faux médicaments prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire et fait perdre annuellement 50 milliards de francs CFA au secteur. Selon Aboubacar Thio Touré, directeur général Afrique subsaharienne francophone de Sanofi, en Côte d'Ivoire, 30 à 40% des médicaments sont achetés dans la rue. Début mai, les autorités ivoiriennes avaient incinéré 40 tonnes de faux médicaments saisis à Adjamé, un quartier populaire d'Abidjan. Comment s'est déroulée cette campagne, Firmin ? Ne faites pas confiance aux médicaments de la rue qui tuent est le thème de cette campagne dont la caravane est partie de la place Inch'Allah de Koumassi, un quartier populaire d'Abidjan pour circuler pendant 4 jours dans les 10 communes de la capitale économique ivoirienne. Avec des banderoles et des messages de sensibilisation, les populations ont été informées sur les dangers de la consommation des médicaments de la rue ou contrefaits. Épidémie de peste à Madagascar maintenant, déjà 30 morts au 4 octobre dernier. En effet, à en croire le docteur Manitra Rakotoa Rivoni, un responsable du ministère de la Santé cité par l'AFP, 194 cas suspects dont 30 décès ont été enregistrés dans le pays depuis le mois d'août. Cette année, l'épidémie a débuté dès août et s'est propagée aux grandes zones urbaines, contrairement aux précédentes épidémies, selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais alors, Firmin, qu'est-ce que l'on sait de cette maladie ? Rosine, la peste est une maladie bactérienne que l'on trouve habituellement chez les petits mammifères et les puces qui les parasitent. Elle se transmet de l'animal à l'homme par la piqûre des puces infectées, par contact direct avec des tissus infectés et par inhalation de gouttelettes respiratoires infectées. Les sujets infectés présentent en général un état fébrile et des symptômes comme la fièvre, les frissons, les maux de tête, les douleurs corporelles, les vomissements et les nausées, entre autres. Pour se protéger contre la maladie, il est conseillé de prendre des précautions nécessaires contre les piqûres des puces et d'éviter tout contact direct avec des liquides corporels et des tissus infectés d'animaux. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Au Sénégal, enfin, les autorités annoncent une couverture maladie pour les élèves. En effet, l'Agence sénégalaise de la couverture maladie universelle annonce l'effectivité de la couverture du risque maladie destinée aux élèves des écoles publiques ou privées dès cette rentrée scolaire 2017-2018. Ce régime de prise en charge sera subventionné par l'État et encadré par le ministère de la Santé et de l'Action sociale et le ministère de l'Éducation nationale. Mais alors, Firmin, comment va fonctionner cette assurance maladie ? En fait, c'est un mécanisme contributif de prise en charge médicale des élèves des cycles élémentaires,
moyens et secondaires du Sénégal au niveau des hôpitaux et des officines pharmaceutiques par le biais des mutuelles de santé. Il permet à chaque élève de disposer d'un paquet de services de base contre une cotisation de 1 000 francs CFA par an. Cette cotisation de 1 000 francs CFA ne permet pas à l'élève d'accéder à tout le paquet de la prestation offerte à l'hôpital où l'élève n'a droit qu'aux consultations et aux médicaments génériques vendus à l'intérieur de l'hôpital. L'élève peut aussi donner 3 500 francs CFA par an pour bénéficier d'un plus grand nombre de prestations offertes par les hôpitaux. Merci Firma. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. De nombreuses femmes meurent encore en donnant la vie. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, 830 femmes environ décèdent chaque jour des causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement. Le risque de mortalité maternelle est plus élevé chez les adolescentes de moins de 15 ans. Les complications au cours de la grossesse ou de l'accouchement sont l'une des principales causes du décès chez les adolescentes dans la plupart des pays en développement. Des pays dans lesquels les femmes ont en moyenne beaucoup plus de grossesses que dans les pays développés. Que doit faire la fille ou la femme qui constate qu'elle est enceinte? Comment l'aider quand elle ressent les contractions? Quelles mesures prendre pour éviter les risques de mortalité dus à l'accouchement? Nous avons posé ces questions au Dr Richard Mukendi, gynécologue obstétricien à Lubumbashi en RDC. Au micro de notre correspondante Gabrielle Nina, il présente tout d'abord les causes les plus fréquentes de ces décès maternels. En fait, nous avons plusieurs causes, mais les plus fréquentes se regroupent en une seule cause, c'est l'hémorragie maternelle. Alors, quand nous disons l'hémorragie maternelle, ça veut dire la femme peut saigner aussi bien au cours de sa grossesse, lors de l'accouchement ou après l'accouchement. Et le moment le plus fréquent, c'est après l'accouchement. C'est-à-dire l'hémorragie que les médecins appellent l'hémorragie du postpartum. C'est-à-dire la femme s'est déjà accouchée, soit il y a une déchirure du col, soit il y a une déchirure de l'utérus entier, ce qu'on appelle la rupture utérine, soit nous avons une déchirure du périnée, une déchirure du vagin. Donc toutes ces causes peuvent faire qu'une femme puisse beaucoup saigner après l'accouchement et en mourir. Mais au cours de l'accouchement même, la femme peut aussi beaucoup saigner, soit parce qu'il y a eu une déchirure d'une partie, avant même que l'enfant ne sorte, elle saigne sérieusement, ou aussi les 3 premiers mois, elle peut saigner soit parce qu'elle est en train de faire un avortement, soit parce qu'elle a une grossesse extra-utérine qui s'est rompue. Mais après l'hémorragie maternelle, nous avons la deuxième cause, ce sont les infections. C'est-à-dire au cours de la grossesse parce que la femme a avorté, soit parce qu'elle a accouché dans des conditions mauvaises, ainsi de suite. Ou bien parce qu'on l'a opérée dans de mauvaises conditions du fait de sa grossesse, une césarienne. Elle peut faire des infections qui entraînent jusqu'à sa mort. On peut aussi avoir une troisième cause qui, elle, malheureusement, on n'a pas beaucoup de moyens pour lutter contre ça, c'est l'hypertension au cours de la grossesse. Il y a des femmes qui sont prédisposées à avoir une hypertension au cours de la grossesse et en jargon médical, on appelle ça une prééclampsie. Et au cours de cette prééclampsie, il y a plusieurs complications dont la plus redoutable, c'est l'éclampsie, c'est-à-dire la femme se met à convulser étant encore enceinte. Et malheureusement, ça fait une souffrance cérébrale au niveau du cerveau et très souvent la femme en meurt aussi. Que doit faire une femme ou l'entourage d'une femme qui rentre chez elle après l'accouchement et qui constate qu'il a des saignements? Une femme qui vient d'accoucher doit saigner au moins pendant 3 à 4 jours. Après ces hémorragies-là, qui sont tout à fait physiologiques, nous avons une perte qui est un peu chocolatée, un peu comme la sauce des haricots. La femme aura ça aussi pendant 3 à 4 jours. Et après ça, elle va perdre maintenant un liquide incolore. Mais 2 semaines après son accouchement, il se peut qu'elle voie de nouveau du sang. Les médecins appellent ça le petit retour des couches. C'est-à-dire, nous avons des enveloppes que le fœtus avait laissées lors de sa sortie, qu'on appelle les caducs. Elles sortent entre 14 et 21 jours après l'accouchement. C'est comme ça que la femme peut saigner. Donc, si la femme rentre à la maison au bout de 3-4 jours et qu'elle continue à saigner, c'est anormal parce que ça devait s'arrêter après 3 ou 4 jours. Une femme qui remarque cela doit rapidement rentrer à l'hôpital, voir son médecin, de préférence un spécialiste en gynécologie obstétrique, qui pourrait voir de quoi il est question. Qu'il faut-il faire pour aider une femme enceinte qui commence à avoir des contractions en la conduisant à l'hôpital? 1, il faudrait d'abord s'assurer que vous l'amenez à l'hôpital le plus proche.
au niveau du ministère de la Santé, on fait un effort pour qu'au kilomètre carré, il y ait au moins une structure à même de recevoir toutes les femmes des environs. Parce que vous voyez, si vous l'amenez sur des longues distances, avec les secousses et tout ce qu'il y a sur la route, vous risquez de décoller le placenta bien avant l'accouchement et entraîner des complications dont on a parlé un peu plus loin. Et de deux, assurez-vous qu'à cet hôpital, il y ait un personnel compétent. Parfois, les femmes, surtout celles qui ont déjà beaucoup accouché, disent que non, comme je vais traîner à l'hôpital, j'attends quand le moment va venir gérer. Et voilà, elle s'accouche dans les taxis. C'est-à-dire, elle a trop attendu. C'est comme ça que, en jargon des experts de santé publique, nous avons ce qu'on appelle les grands retards. Un retard dans la consultation, la femme ne consulte pas avant quand elle est enceinte. Deuxièmement, retard dans le transport, comme vous venez de l'évoquer ici. Troisièmement, elle arrive à l'hôpital bel et bien, mais le médecin vient la consulter en retard. C'est ce qu'on appelle un retard de la prise en charge. Vous comprenez que tous ces retards-là accumulés font que la mortalité maternelle a encore de beaux jours malheureusement devant elle. Est-ce qu'il faut dire que la perte d'une femme qui donne la vie est une responsabilité partagée? Oui, elle est partagée dans quelle mesure? Toutes les femmes en âge de procréer doivent savoir que nous avons ce qu'on appelle les 4 trop qui amènent à la mort. Le premier trop, c'est qu'on ne doit pas mettre au monde trop tôt. Trop tôt, c'est-à-dire avant 18 ans. Parce que l'organisme n'est pas encore suffisamment prêt pour accueillir un produit de conception, quoi. Le deuxième trop, c'est qu'une femme qui a commencé à mettre au monde ne doit pas mettre au monde de façon trop rapprochée. Et l'OMS recommande à ce qu'on ait un espace intergénésique, c'est-à-dire entre les deux naissances, d'au moins 2 ans. Le troisième trop, la femme ne doit pas mettre au monde trop d'enfants. Et le maximum qu'on demande à une femme, c'est 5 enfants. Parce qu'au-delà de 5 enfants, votre corps est suffisamment fatigué. Il n'est plus en mesure de répondre à vos attentes. Et le 4e trop, c'est que la femme ne doit pas mettre au monde trop tard. Il est conseillé à une femme de mettre au monde avant 35 ans. Parce qu'au-delà de 35 ans, non seulement le corps n'a plus la jeunesse dans le temps pour répondre à toutes les attentes requises pour une femme enceinte, mais en plus de ça, nous avons d'autres pathologies qui s'ajoutent, des hypertensions, le diabète, ainsi de suite, qui font qu'au-delà de 35 ans, on est exposé quand on est enceinte. Vous voyez que là, c'est la responsabilité de la personne elle-même qui doit concevoir. Le deuxième responsable, n'est-ce pas, que c'est le personnel médical? Parce qu'il y a des femmes qui arrivent bel et bien à l'hôpital, mais dans des mauvaises mains. Et ces mauvaises mains tripotent, chipotent, et voilà, la femme en meurt. Donc, la responsabilité revient au personnel de santé. Troisièmement, il peut y avoir un personnel de santé compétent, mais malheureusement, l'État ou les structures qui accueillent les malades n'ont pas un plateau technique requis. C'est ça la responsabilité de l'État ou des autorités médico-sanitaires. Et c'est comme ça que vous comprenez qu'il y a une responsabilité à 3 niveaux. La malade, le personnel de santé et les autorités médico-sanitaires. Les adolescentes sont plus victimes que les femmes adultes. À quoi cela est dû et qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes qui nous suivent? Nous avons 2 volets. Le premier volet, c'est le volet organique d'abord. C'est-à-dire, quand on n'a pas encore 18 ans, les organes génitaux ne sont pas encore prêts. Non seulement la matrice est beaucoup plus petite, le vagin est beaucoup plus petit, les os ne sont pas suffisamment ouverts. Ça fait que vous vous exposez à des ruptures utérines, ainsi de suite. Vous vous exposez à des déchirures du périnée. Le deuxième volet, c'est le volet psychologique. C'est-à-dire, quand on n'a pas encore un certain âge, on n'est pas en même de supporter le stress que requiert une grossesse, l'accouchement et surtout le fait de pouvoir élever cet enfant-là. Et c'est comme ça que justement, les jeunes filles s'exposent à tout ça parce qu'elle est encore complètement immature sur le plan psychologique. Et c'est ce qui fait que malheureusement, c'est un cocktail détonnant. Le fait que non seulement son organisme n'est pas prêt, mais en plus de ça, son psychique, sa psychologie n'est pas du tout prête pour pouvoir accompagner une grossesse. Et c'est ce qui fait qu'elles font beaucoup d'erreurs. Elles font des avortements provoqués, n'est-ce pas? Elles font des tentatives de suicide. Toutes ces choses qui font qu'elles ne parviennent pas à supporter le stress lié à cette grossesse qui serait, dans ce cas-là, non désirée. Au niveau global, quelles sont les politiques publiques qui peuvent aider à lutter contre la mortalité maternelle dans les pays africains comme la RDC et les autres pays? Le premier niveau, c'est au niveau de la population en général. Il faut vulgariser autant que faire se peut le fait que, les femmes doivent attendre d'avoir 18 ans pour mettre au monde, n'est-ce pas? Combattre le plus possible les mariages précoces. La deuxième des choses, les femmes doivent se dire que quand on a accouché, il faut faire une planification des futures naissances. C'est ce qu'on appelle le planning familial. C'est comme ça que la politique du planning familial par rapport au ministère, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial, doivent pouvoir mettre un accent sur ce point-là et que les gens puissent espacer suffisamment les naissances d'au moins 2 ans. Troisièmement, nous devons dire aux gens,
dans la planification des naissances, il y a aussi l'aspect nombre d'enfants. C'est-à-dire, plus on a d'enfants, moins on les contrôle, évidemment. Nous devons expliquer aux gens que avoir beaucoup d'enfants n'est pas un signe de richesse, loin de là. C'est justement un facteur qui tire la personne vers le bas parce que vous n'avez plus assez de moyens pour prendre en charge toute cette population-là. Et enfin, les femmes doivent se dire, au-delà d'un certain âge, non seulement le corps n'est plus prêt, mais les conditions aussi psychologiques et sociales ne permettent plus qu'on puisse se donner à 100% pour une grossesse. Et c'est comme ça qu'on leur dira, après 35 ans, si c'est possible, arrêtez de mettre au monde à cet âge, n'est-ce pas? J'ai parlé des retards ici. Il faut leur dire, chaque fois qu'on constate un problème, il faut rapidement aller voir un vrai médecin compétent. Deuxièmement, il faut prendre un moyen de transport qui vous fasse arriver le plus vite possible, n'est-ce pas? Et les moyens les moins dangereux. Donc, c'est préférable de prendre une voiture, même si elle coûte plus cher que la moto, plutôt que de prendre une moto, parce que là, vous êtes exposé à des accidents, du trafic routier par rapport à ces moyens de transport-là. Troisièmement, quand vous arrivez à l'hôpital, le médecin, le personnel de santé doit aussi être sensibilisé suffisamment pour prendre en charge à temps. Éviter le mercantilisme qui voudrait que quand quelqu'un arrive à l'hôpital, il faudrait d'abord qu'on voie la monnaie, et quand on intervient, malheureusement, il est trop tard. C'est-à-dire, la personne est venue suffisamment tôt à l'hôpital, mais vous prenez un retard dans la prise en charge pour des raisons financières très souvent. Il faut qu'il y ait un roulement dans les grands hôpitaux où nous savons que 24 heures sur 24, il y a un médecin disponible. Il faudrait qu'il y ait des équipes tournantes pour faire en sorte que, en l'absence de l'un, les autres puissent assurer, n'est-ce pas, le suivi des malades et même la réception des malades. Et au troisième niveau, c'est bien sûr au niveau des autorités médico-sanitaires, quel que soit leur échelon. Tout le monde doit s'impliquer pour que le budget alloué à la santé soit conséquent parce qu'en fait, nous avons le niveau opérationnel en bas, le niveau tactique au niveau intermédiaire et le niveau stratégique au-dessus. Et que donc, les trois niveaux doivent être suffisamment blindés pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse assister à une réduction de la mortalité maternelle. Quels conseils pouvez-vous donner à nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent? Oui, le conseil qu'on va leur donner, c'est celui-ci. Donner naissance est bien sûr un événement heureux dans notre culture, mais cet événement heureux peut se grever de plusieurs problèmes au point que ça devienne une raison de deuil dans la famille. Et c'est comme ça qu'en Afrique, il y a des expressions qu'il faut bannir. Une femme enceinte a un pied dans la tombe. C'est pas possible. C'est-à-dire, une femme enceinte, bien entendu, elle fait face à des défis majeurs par rapport à sa santé, par rapport à la santé de son fœtus. Il faudrait lui faire comprendre que la grossesse n'est pas une maladie, mais un état particulier qui requiert à ce qu'on soit suffisamment attentif. C'est ainsi qu'on va dire aux gens, vous êtes enceinte, consultez le plus tôt possible. Les gens se disent, non, je veux consulter quand j'aurai 5 mois, 6 mois. En ce moment, les sorciers ne peuvent plus rien faire, mais de quoi on parle là? C'est-à-dire, dès que vous constatez que vous avez un retard, vous devez voir un médecin qui va commencer à suivre cette grossesse parce que ça va vous étonner. Quand le médecin vous reçoit avec votre grossesse au tout début, il fait une série d'examens pour prévenir des problèmes qui pourraient apparaître au cours de la grossesse, rien qu'en voyant votre organisme. Plus tôt on consulte le médecin quand on a un retard, mieux c'est pour vous parce que on peut prendre des dispositions pour éviter des complications qui surviendraient par la suite. Quand vous décidez d'attendre une naissance, ça se prépare financièrement, psychologiquement et sur le plan social. Nous remercions le docteur Richard Mukendi qui était au micro de notre correspondante à Lubumbashi, Gabrielle Nina. Quelqu'un l'a vécu, voici son témoignage. Réussir son accouchement commence par des consultations prénatales, CPN en abrégé. Mais pour certaines raisons, certaines filles ou femmes ne suivent pas les consultations prénatales. Or, c'est souvent lors des dites consultations que les futures mamans sont éduquées à la maternité par des sages-femmes. Le rôle de ces dernières est d'autant plus important qu'en Afrique, les gynécologues et pédiatres sont encore rares et concentrés dans les grandes villes. Pourquoi certaines femmes ne font pas des consultations prénatales? En quoi consiste l'éducation à la maternité? Écoutons les réponses de Bichilouloua Agnès, une sage-femme qui est au micro de notre correspondante Béro Matanda à Kinshasa en RDC. C'est à partir de la CPN que ces enfants-là sont éduqués et sont préparés à devenir des parents. Quand elle arrive ici, on le prépare aussi. Si à la CPN elle avait raté l'éducation, ici aussi nous prodiguons des conseils. Nous leur disons que maintenant, vous n'êtes plus jeune fille, vous devenez parent. Et tu dois savoir comment se conduire, tu dois savoir comment protéger ton enfant, le nourrir et surtout au sein pendant les 6 premiers mois.
Au-delà des problèmes d'éducation et l'accouchement, quels sont les autres problèmes que rencontrent les filles et femmes enceintes avant, pendant, après l'accouchement? Avant l'accouchement, ces enfants-là, il y a beaucoup qui ne font pas la CPN. Bon, pendant l'accouchement, il faut les éduquer. Il faut leur montrer, comme vous êtes arrivés, la ligne de conduite qu'elles doivent prendre. Elles doivent être collaborantes. Donc, on doit les cajoler, puisque c'est leur premier accouchement. Elles ne savent absolument rien. On ne doit pas les traumatiser. Si vous les traumatisez, ils vont sécréter l'adrénaline qui vont fausser le travail d'accouchement. Alors, vous devez les prendre en charge comme vos enfants. Il faut l'éduquer, il faut les montrer ce qu'ils doivent faire et ce qu'elles ne peuvent pas faire. Si elle n'est pas collaborante, vous devez l'accepter dans cet état-là qu'elle est. C'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est notre travail. Nous devons toujours les encadrer. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des femmes, des jeunes filles qui ne suivent pas la CPN? C'est dû à quoi? Bon, peut-être elles ont peur de leurs parents, peut-être c'est lui qui l'a engrossé, il ne veut pas lui donner de l'argent. Si elle n'est pas éduquée, puisque la CPN, on doit le faire quand on est éduqué. Si on doit présenter à la fille les avantages et les inconvénients de ne pas suivre la CPN, elle sera déroutée. C'est à nous les sages-femmes de prodiguer des conseils aux jeunes filles, de leur montrer la planification familiale pour ne pas avoir de grossesse non désirée. Cela, ça doit se faire à la communauté. Avez-vous remarqué autour de vous des programmes du gouvernement ou des ONG pour aider à lutter contre la mortalité maternelle? Oui, qui sont vraiment nous encadrent beaucoup. Tel que je suis là, nous venons dans une formation. La formation sur SONI, c'est pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Vous recevez des formations par rapport à ça? Oui, on a eu une formation par rapport à ça. Comment prendre en charge un enfant qui a une souffrance ou bien comment prendre en charge une femme qui fait une hémorragie postpartum ou une hémorragie antépartum. Tout ça, on a eu de formation. En Afrique, surtout dans les zones rurales, de nombreuses femmes ont moins de chances de recevoir des soins médicaux appropriés. Leurs moyens financiers sont limités, l'hôpital est parfois éloigné et certaines femmes, estimant qu'elles ont assez d'expérience, choisissent d'accoucher à domicile, ce qui est une mauvaise idée selon Laurence Montero, présidente de l'Association des sages-femmes du Bénin. Lorsque les femmes accouchent à la maison, il y a beaucoup de décès. Le taux de décès maternel est élevé. Beaucoup de femmes meurent à domicile. Et en voulant accoucher à domicile, le temps de les transporter à la maternité avec les routes qui ne sont pas accessibles, beaucoup de femmes meurent en route. Si nous sommes dans le cas des saignements, s'il y a hémorragie, avant que la femme n'arrive à l'hôpital ou bien elle arrive à la maternité, elle rend l'âme. Donc nous les sensibilisons. Aussi pour les nouveau-nés, lorsque les femmes accouchent à la maison, les conditions d'accouchement, surtout pour les nouveau-nés, pour éviter le tétanos et pour voir est-ce que cet enfant est bien né, est-ce qu'il peut sucer les seins de sa maman, est-ce qu'il répond bien au mouvement, nous nous occupons de tout ça. Comment la situation se présente maintenant? Est-ce que les femmes sont vraiment sensibilisées? Elles comprennent le fait qu'elles doivent aller accoucher dans des infrastructures sanitaires? Bien sûr. L'association que je dirige, c'est l'association des sages-femmes du Bénin. C'est notre credo. Il faut tout faire pour que les bébés puissent naître en bonne santé et que les mamans aussi sont en vie pour s'occuper des bébés. Actuellement, nous faisons assez de sensibilisation, mais vous savez très bien, les sensibilisations, ça ne doit pas s'arrêter. Au fur et à mesure, nous avons des jeunes femmes en âge de procréer qui ont besoin des informations, qui ont besoin d'être suivies du début de la grossesse jusqu'à la fin. Vous savez, il y a beaucoup d'analphabètes dans mon pays, le Bénin. Beaucoup de femmes ne savent pas lire ni écrire et beaucoup restent dans des villages. Elles ne comprennent pas. Donc, notre travail consiste à aller dans les villages et en parler aux femmes, à aller accoucher en maternité. Quel est votre constat? Est-ce que vos résultats sont positifs? Il y a moins de décès des enfants nouveau-nés? Bien sûr. Aujourd'hui, les sages-femmes au Bénin sont très bien formées. Elles sont capables de prendre en charge dès la naissance les nouveau-nés et leur mère. Je pense qu'aujourd'hui,
on peut dire que les décès, ça a diminué. Maintenant, de 0 à 5 ans, c'est là où se trouve le problème. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de pédiatre dans tous les villages et les recoins du Bénin. Or, si vous voyez, dans tous ces coins et recoins, il y a des sages-femmes, il y a des infirmières, il y a des infirmiers. Avez-vous des contraintes ou des difficultés? La première difficulté, c'est que dès que la femme accouche, si ça se passe bien, on touche du doigt, c'est bon. Mais quand il y a un peu de problème, c'est que nous n'avons pas le matériel nécessaire pour s'en occuper. Il n'y a pas aussi les médicaments à portée de main. Il faut délivrer une ordonnance et les parents iront chercher l'argent, vont acheter les médicaments et revenir. Pendant tout ce temps, le bébé qui est en détresse peut nous fuir dans les mains, c'est clair. D'abord, les difficultés d'équipement, de matériel et puis l'accessibilité financière au niveau des parents. Nous remercions mesdames Bichi Lulwa Agnès à Kinshasa et Laurence Montero à Cotonou au Bénin pour leur témoignage. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos questions santé. Notre consultant, le docteur Armand Genkap, a répondu à vos questions. Le docteur Genkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Bonjour docteur, je suis Papi, je suis à Kinshasa. En fait, j'ai une préoccupation. Je voulais savoir, parce qu'il m'arrive de temps en temps d'avoir mal aux os, donc je dirais plus du côté du bras gauche. Alors, je suis AS, alors je voulais savoir, est-ce que c'est dû à... Est-ce qu'il y a de l'anémie dans le AS ou pas du tout? Ce que je peux répondre à Papi, c'est que, vu sa question, je pense qu'il souffre d'une drépanocytose hétérozygote, puisqu'il signale qu'il est AS. À savoir qu'il fait partie des porteurs sains des drépanocytoses. En général, les drépanocytoses de type AS, à savoir les drépanocytoses hétérozygotes, sont des drépanocytoses asymptomatiques qui ne provoquent aucun problème de santé. La drépanocytose, pour rappel, étant une maladie génétique du sang liée à la présence d'une hémoglobine anormale. Dans le cas de Papi, il semble avoir une hémoglobine normale et une hémoglobine anormale qui est S. En principe, cette forme AS est, et que je le dis encore, asymptomatique, donc logiquement ne devrait pas entraîner d'anémie. Mais il est évident qu'il y a certaines personnes AS que nous retrouvons en consultation qui se plaignent de douleurs, qui peuvent faire penser à des douleurs d'origine drépanocytaire. Parfois, on retrouve même d'ailleurs une anémie chez ces personnes-là, mais il faut dire que ces douleurs et ces anémies-là ont souvent des causes autres que la maladie drépanocytaire. Et c'est pour ça que, à la question de Papi, est-ce que la drépanocytose hétérozygote de type AS peut entraîner une anémie? La réponse est non, elle ne peut pas entraîner une anémie, mais n'empêche qu'une personne qui a une drépanocytose hétérozygote asymptomatique peut quand même avoir une anémie qui sera d'une autre cause que la cause drépanocytaire. Idem pour les douleurs dont la personne souffre, qui peut avoir des causes autres que la cause purement drépanocytaire. Voilà ce que je pouvais apporter comme réponse à Papi qui appelait depuis Kinshasa. C'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Cette édition a été consacrée à la mortalité maternelle due aux accouchements. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Richard Mukendi, gynécologue obstétricien à Lubumbashi en RDC. Il nous a expliqué les principales causes de décès des femmes avant, pendant et après les accouchements. Nous avons également écouté deux sages-femmes, Bichi Lulwa Agnès en RDC et Laurence Montero au Bénin. Elles nous ont parlé du rôle clé que joue l'éducation de la future maman pour la préparer à l'accouchement et à la maternité. Et nous ont aussi évoqué les difficultés que rencontrent certaines jeunes filles à suivre correctement leur consultation prénatale. Nous leur disons tous merci. Merci également à Firmin Koyaweda qui signait son retour pour nous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants à RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erika Soumouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Georges Léonard Sagno
dont le doigté et la qualité des productions audiovisuelles ont été récompensés aujourd'hui par le management de la Voix de l'Amérique. Il était assisté de Aiden Outko à la console. À la présentation, vous étiez avec Mohamed Oumfa et j'étais en compagnie de Rosine Mounezero. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.